Le circuit économique et la schématisation de l'activité nationale. Le circuit économique est une représentation schématique de l'activité économique d'un pays sous forme de flux de richesse entre les différents agents économiques. L'activité économique des agents se déroule dans le cadre d'un espace géographique bien délimité qui est le territoire national. Mais au-delà des frontières de cet espace économique national, s'effectue avec les agents économiques du reste du monde dans le cadre des relations économiques extérieures. Le circuit économique décrit donc les relations entre les différents agents économiques nationaux, ménages, entreprises, institutions financières, administrations et reste du monde. Les échanges entre les agents sont matérialisés par des flux. Alors, on peut distinguer deux types de flux. Le flux réel, les flux monétaires. C'est ce qu'on appelle la dualité ou la réciprocité des flux. C'est-à-dire à chaque mouvement de biens ou services, flux réel correspond à un mouvement de monnaie, flux monétaire. Exemple, les ménages fournissent le travail aux entreprises et en contrepartie, ils reçoivent des salaires. L'équilibre du circuit économique. Comme on a dit, chaque agent économique est à l'origine de flux entrants et sortants d'un montant équivalent. Donc le circuit est dans son ensemble caractérisé par l'égalité suivante, emploi égale ressources. On a les égalités suivantes. La production plus les importations est égale à la consommation plus les investissements plus les dépenses de l'État plus les exportations en termes réels. Et en termes monétaires, on a le revenu qui peut être consommé ou épargné. R est égal à C plus S, à savoir l'épargne. Le circuit économique, la présentation du circuit économique en économie fermée. Le circuit, on va commencer par un circuit à deux catégories d'agents économiques, à savoir les ménages et les entreprises qui se rencontrent au niveau de deux marchés. On a le marché du travail et le marché des biens et services. Le marché des biens et services est approvisionné par la production des entreprises. Celle-ci comprend aussi bien des biens de production, c'est-à-dire des biens destinés à produire d'autres biens, matières premières, énergie, machines, etc., et des biens et services de consommation finale. Ce sont des biens destinés à satisfaire les besoins des ménages. En contrepartie, les entreprises reçoivent le montant de la vente, ce qu'on appelle le produit des ventes. Mais pour produire, les entreprises doivent acheter sur le marché des biens et services des biens de production. Ceci correspond aux opérations de consommation intermédiaire et investissement. Maintenant, on intègre un troisième agent, à savoir les institutions et les administrations, c'est-à-dire qui ont pour rôle la redistribution. Donc, à la suite du premier schéma, on remarque que les administrations, ils reçoivent des prélèvements des entreprises, les prélèvements des ménages, et en contrepartie, ils donnent des transferts dans le cadre de la redistribution aux ménages et les traitements, bien sûr, aux ménages. Maintenant, on va introduire les institutions financières. Leur rôle, c'est la collecte de l'épargne et le financement de l'économie. Les institutions financières, donc, comme j'ai dit, ont pour fonction de financer les autres agents, donc accorder des crédits aux ménages et aux entreprises et aux administrations. Ils collectent l'épargne des principaux, des différents ménages. Donc, on voit ici au niveau du schéma, les institutions financières, donc ils accordent des crédits aux entreprises et aux ménages, et en contrepartie, ils reçoivent l'épargne des ménages. Donc l'épargne, elle est servie à financer le déficit des autres, notamment les entreprises. Maintenant, le circuit en économie ouverte. En économie ouverte, donc c'est l'ouverture sur le marché extérieur. Donc on a le reste, on intègre l'agent économique fictif qui est le reste du monde. Et les relations entre l'économie nationale et le reste du monde est matérialisée par des flux d'exportation, c'est-à-dire les produits vendus à l'extérieur et les produits achetés, biens et services, bien sûr, achetés de l'extérieur. Maintenant, la mesure de l'activité économique nationale.
La mesure de l'activité économique se fait de différentes manières. Au niveau d'une entreprise, on le sait qu'au sein d'une économie, on a plusieurs entreprises. Donc il faut utiliser la valeur ajoutée pour obtenir la richesse créée par chaque entreprise. Qu'est-ce que la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par une entreprise ou une administration. Le calcul est obtenu par la production, c'est-à-dire vendue ou stockée, moins les consommations intermédiaires. Pour mesurer l'activité économique à l'échelle nationale, donc on utilise ce qu'on appelle les agrégats de la comptabilité nationale. Qu'est-ce qu'un agrégat? Un agrégat est une grandeur globale, synthétique, qui mesure le résultat de l'activité économique d'un pays au cours d'une période donnée, généralement une année. On utilise plusieurs agrégats, le PIB, le PNB, le revenu national, la consommation nationale, l'épargne nationale, etc. Les agrégats, on distingue les agrégats de production, notamment le PIB et le PNB. Le PIB est une mesure de la richesse créée sur le territoire national pendant une période déterminée, comme j'ai dit, une année, pour tous les agents économiques résidents, intérieurs, entreprises marocaines et étrangères et administrations, bien sûr, qui interviennent au niveau du territoire national, à l'intérieur du territoire. Quelles sont ses caractéristiques? Le PIB inclut donc tous les biens et services qui sont produits pendant la période courante, à savoir l'année considérée. Le PIB prend donc pour critère le territoire, donc il ne prend pas la nationalité. Donc toutes les entreprises, qu'elles soient marocaines ou étrangères, qui produisent à l'intérieur du territoire. Donc, bien sûr, les entreprises et les administrations. C'est pourquoi on distingue la production marchande et la production non marchande. La production marchande fournie par les entreprises et la production non marchande fournie par les administrations. Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans le PIB? On a les biens et services produits dans le passé et échangés aujourd'hui ne sont pas pris en considération. Par exemple, la vente d'une voiture d'occasion. Il n'est pas produit cette année, mais il relève d'une année antérieure. Donc, même si elle est vendue ou bien elle est achetée, il n'est pas considéré dans le PIB. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la production de l'année courante. Les biens et services autoconsommés sont passés par le marché et ne sont pas également inclus. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas par le marché. Les biens et services produits et vendus d'une manière illicite. Pourquoi? Parce qu'on appelle l'économie informelle. La drogue et tout ce qui ne passe pas, tout ce qui est illicite, tout ce qui est illégal. Pourquoi? Parce qu'il est vendu d'une manière occulte, cachée. Les méthodes du calcul du PIB. Généralement, on distingue trois approches. Il y a l'optique production, l'optique dépense et l'optique revenu. L'optique production, le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes, plus la TVA, plus les droits de douane, moins les subventions aux importations. Donc on a également le produit intérieur net, donc il suffit de retrancher du PIB les amortissements en capital fixe. L'optique revenu. Le PIB est égal à la rémunération des salariés, plus l'impôt lié à la production, plus les excédents bruts d'exploitation, moins les subventions d'exploitation reçues des administrations. L'optique dépense. Le PIB est égal à la consommation finale des ménages, plus la consommation finale des administrations, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation des stocks, plus les exportations, moins les importations pour avoir ce qui est produit à l'intérieur du pays. À quoi sert le calcul du PIB? L'intérêt du calcul du PIB permet de calculer le taux de croissance économique d'un pays. Il donne une idée sur la richesse d'un pays, mais il soulève des limites. Il sous-estime la production, comme on l'a vu, tout ce qui est autoconsommé, tout ce qui ne passe pas par le marché, tout ce qui est informel n'est pas pris en considération. Or, par exemple, dans la plupart des pays en voie de développement, ce volet de production est très important. Il ne tient pas compte des inégalités sociales, le PIB par habitant ou par tête. Donc, c'est une moyenne. Le PN, maintenant, on passe au produit national brut. Donc, contrairement au produit intérieur brut qui prend comme critère le territoire, le critère pris par le PNB, c'est la nationalité. Donc, on ne tient compte
que des entreprises marocaines. Les entreprises marocaines, qu'ils soient à l'intérieur du pays, du territoire ou à l'extérieur, bien sûr, du territoire. Donc le PNB est égal au PIB, plus les revenus de travail et de propriété reçus du reste du monde, c'est-à-dire des entreprises marocaines, moins des agents économiques marocains, moins les revenus de travail et de propriété versés au reste du monde, c'est-à-dire qui sont produits par les entreprises étrangères au sein du territoire marocain. Les autres agrégats. Pour juger comment une économie dans son ensemble fonctionne, le revenu total gagné par l'ensemble de ses habitants est également utilisé comme une mesure utile. Le revenu national doit être égal au PIB, plus le revenu et transferts reçus du reste du monde, moins les revenus et transferts versés au reste du monde. Le revenu national brut est égal donc à la consommation finale nationale plus l'épargne nationale brute. Et comme on l'a déjà souligné, la consommation finale nationale est égale à la consommation des administrations plus la consommation des ménages. Et l'épargne, c'est le revenu non consommé. Au niveau d'une économie, le revenu national doit être égal aux dépenses parce que, comme on l'a dit, c'est l'égalité, l'identité de l'équilibre, bien sûr, des agrégats, production et revenus et dépenses. Lorsqu'il y a un vendeur, il y a un acheteur pour chaque transaction. Donc chaque dirham dépensé par des acheteurs correspond à un revenu gagné par les vendeurs. Donc la production, le revenu est égal, la production est égale au revenu est égal, bien sûr, aux dépenses. La dépense intérieure brute mesure la consommation finale et l'effort d'investissement des agents. Donc la dépense est égale à la consommation finale plus la formation brute du capital fixe. Le PIB nominal et le PIB réel. Donc on distingue deux types de PIB. Donc pourquoi? Parce que le PIB, comme on le voit, il augmente en général d'année après année. Ces augmentations, ils peuvent être causées par des augmentations dans les quantités produites, comme ils peuvent être le fait ou bien le résultat des augmentations dans les prix. Le PIB réel ne varie que si les quantités produites changent. Et le PIB nominal, il peut augmenter même avec une augmentation des prix. On dit PIB nominal ou bien en valeur ou en termes courants. Il correspond à la valeur des prix en prix courant de la production. Le PIB réel ou bien en volume ou en termes constants, il correspond à la valeur en prix constant de la production, c'est-à-dire en éliminant l'effet prix ou bien le coût de la vie. Pour passer du PIB nominal au PIB réel, on utilise ce qu'on appelle le déflateur, à savoir l'indice implicite des prix du PIB. Le déflateur donc est égal au PIB nominal sur le PIB réel multiplié par 100. Le taux d'inflation également, pour éliminer l'effet inflation, est égal à l'indice des prix en temps T moins l'indice des prix en temps T-1 sur l'indice des prix en T-1 multiplié par 100. Maintenant, on a dit que le PIB nous permet de calculer le taux de croissance. Le taux de croissance, donc, il mesure l'évolution de la production dans le temps. Il permet de mesurer le pourcentage d'augmentation du PIB entre deux dates différentes. Donc, le taux de croissance est égal au PIB en T moins le PIB en T-1 sur le PIB en T-1 multiplié par 100. Le taux de croissance est généralement calculé, comme on l'a dit, pour une année. Maintenant, le taux de croissance global. Donc, taux de croissance global, il parle d'une période généralement supérieure à une année qui peut aller jusqu'à 10 ans, 15 ans, etc. Et c'est un cumul est égal au cumul des coefficients de variation durant une période. Il peut être obtenu de la formule suivante. Donc, le taux de croissance global est égal à 1 plus le taux de croissance en T1 plus le taux 1 plus le taux de croissance en T2 sur 100 plus le 1 plus taux de croissance en T3 jusqu'à la dernière année N, moins 1
multiplié par 100. Pourquoi? Parce que ici, comme je l'ai dit, le coefficient de variation, c'est égal à la valeur finale moins la valeur initiale. Car on ne cumule pas les taux de croissance par addition, mais par multiplication des coefficients de variation. Le taux de croissance annuel moyen, donc il s'agit bien sûr de la racine, par exemple pour n, nombre d'années, racine énième de 1 plus taux de croissance global moins 1 multiplié par 100. Le taux de croissance annuel moyen est différent de la moyenne des taux de croissance annuels. Merci.